Abidjan, le 3 mars 2023, rentrée solennelle du Parti Renouveau démocratique. Je vous remercie de votre présence ici ce matin, parce qu'en principe, en politique, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout d'ailleurs, c'est vous, les journalistes. Sans vous, il n'y a pas de politique. Sans vous, il n'y a pas d'information. Sans vous, la population même qui va voter n'a aucune information. Sans vous, il n'y a pas de débat économique, il n'y a pas de débat de santé. Alors moi, les journalistes, vous êtes mes amis. Et j'espère qu'avec les séries de conférences qu'on va avoir, nous en aurons 8 avant la fin de l'année, qu'on puisse travailler ensemble pour ce pays. Et avant de commencer d'ailleurs, je vais parler un peu de l'historique de ce pays, de ce parti. Ce parti n'est pas nouveau. En 2006-2007, quand la crise avait commencé en 2002, j'avais travaillé ou rencontré des jeunes à Washington qui sont venus nous expliquer les raisons de la crise. Et comme nous étions des anciens, naturellement, ils nous ont approchés. Et par la suite, nous avons eu des informations pourquoi, comment la crise était arrivée. Eh bien, nous autres Ivoiriens à l'étranger, l'image de la Côte d'Ivoire que nous avons connue, quand je partais, j'avais dans la vingtaine, c'était une Côte d'Ivoire différente. Un coup d'État militaire, 2002, etc., etc., etc. Alors j'avais décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour essayer d'apporter ma pierre à contribuer à voir si est-ce qu'on peut parler de paix. Et nous avons commencé par une ONG qu'on appelle Action ivoirienne pour la paix, la démocratie et la justice. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'en tant que ONG, vous êtes limité. Parce que nous, on voulait parler de paix, de démocratie, de justice. Et c'était impossible de parler de ça sans parler de politique. Or, les ONG sont en politique. C'est-à-dire, on vous dit, un enfant est malade, un enfant n'a pas à manger, ONG, donnez-lui à manger, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas ça la réalité. Alors nous avons décidé, Maître Ognien, qui était mon avocat, et Maître Nguyen-Claire, paix à son âme, j'ai décidé avec mes amis que la meilleure solution, c'était de passer par le parti politique. C'est ainsi que nous avons créé le parti politique. On a travaillé avec le Premier ministre d'alors, Konabani, paix à son âme. Et c'était difficile parce qu'il y avait deux belligérants. On n'écoutait personne. Vous vous rappelez Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Pretoria. Au finish, la crise a eu lieu. Alors moi, j'ai pris un peu de recul, mais quand je suis retourné aux États-Unis, j'ai toujours travaillé avec mon pays. J'ai travaillé avec Laurent Gbagbo, j'ai travaillé avec le président Lassane. Et je vais vous dire par la suite dans quel domaine nous avons travaillé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même rendre hommage à 3 personnalités. Il faut qu'on apprenne en politique à être des êtres humains, à faire appel à Dieu, à faire appel à ce que la parole de Dieu même nous enseigne, à savoir la sagesse, l'amour du prochain et le pardon. Si nous n'avons pas ces principes, nous ne pouvons pas construire une nation. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vais rendre hommage à ces 3 chefs d'État. Et les raisons pour lesquelles je pense qu'il nous faut faire ça, c'est parce que ce sont ces 3 chefs d'État qui sont devant nous, qui ont connu les 3 problèmes que nous connaissons en Afrique, à savoir le coup d'État militaire, problème de constitution et d'élection. Ce sont ces problèmes-là que nous avons dans notre pays constamment. Laurent Gbagbo a connu ce problème, Alassane a connu le problème de nationalité. Donc ce sont ces 3 problèmes que nous avons. Dieu a fait que nous avons ces 3 personnes-là vivant. En fait, c'est une bonne chose. Parce que cette génération attend de nous donner une Côte d'Ivoire transformée, paisible, afin que nous autres, on puisse construire la nation de demain autrement. Donc, je commence d'abord par le président Alassane Ouattara. Soyez un peu patient avec moi, s'il vous plaît. Le président Ouattara, nous étions à Washington quand il avait été nommé au FMI. En tant qu'Africain, quand on nomme un leader dans une institution internationale, c'est une fierté pour nous tous. Et tout Washington, tous les États-Unis, on était fiers, c'était un Africain.
Et puis après, on nous apprend qu'il avait été appelé pour gouverner, pour être Premier ministre. Il est rentré. En tant qu'économiste, il a pris la décision que les chefs d'État ont des difficultés à prendre. Parce que la Côte d'Ivoire traversait une crise où Faure n'avait pas le courage de fermer les entreprises qui ne fonctionnaient pas. Parce que quand une entreprise ne fonctionne pas, ça veut dire quoi? Elle n'est pas à profit. L'État est obligé de pomper de l'argent, des subventions dans cette boîte. Alors ça est venu à des décisions de mettre fin à ça pour une relance économique. Et puis après, on attend qu'il y ait un mandat d'arrêt international contre lui, pour raison de nationalité. Mais nous étions choqués. Un Premier ministre, un ancien membre d'une institution internationale, qui subitement se retrouve dans une situation internationale en train d'être poursuivi par son pays pour problème de nationalité. Et moi, je souhaiterais ne pas être dans cette situation parce que je suis sûr que ce n'a pas été facile pour ce monsieur. C'est très, très, très difficile pour ce monsieur. Et bien voilà, le président est parti dans cette situation difficile. Et c'est là encore, je vous disais que numéro 1, nous avons en Afrique un problème de nationalité. Je vais parler de ça à la fin. Ensuite, nous avons eu Henri Konan Bédié. Il est le père de la nation. Faure n'est plus là. C'est lui. Et c'est pourquoi nous, au niveau démocratique, nous prions pour ces 3 personnalités. C'est-à-dire que Dieu leur donne longue vie parce qu'ils ont une certaine sagesse, ils ont traversé certaines situations que nous, on peut apprendre. Et nous devrons les respecter. Parce que nous sommes des Africains. Et parce que nous sommes des Africains, nos aînés, nous les respectons. On peut être en désaccord avec eux sur le plan politique, les décisions politiques qu'ils ont prises. Mais je ne le parlerai jamais en tant qu'Africain à un aîné d'une façon déplacée. Ça, nous conseillons même nos membres de toujours respecter nos aînés, surtout les chefs d'État que nous avons devant nous. Et puis on apprend qu'il faut, comment on appelle, Bédié, et un coup d'État militaire. Moi, j'étais encore en 99, quand le coup d'État militaire a eu lieu. La seconde où ça a eu lieu, j'ai une amie qui est au département d'État américain qui m'a appelé. Il y a un coup d'État militaire dans ton pays. Je dis, mais c'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne peut pas connaître de coup d'État militaire, nous n'en connaissons pas. Mais si, ça avait le département d'État américain. Et on s'est rendu effectivement compte que c'était vraiment un coup d'État militaire. Et ce qui m'a plu, le président Bédié est parti de la Côte d'Ivoire sans vraiment mettre en place une résistance. Parce qu'il aurait pu faire ça, demander à son armée de riposter, on serait en guerre civile. C'est pourquoi moi je dis merci au président Bédié, parce que ça, c'est fait preuve d'amour pour ce pays. Et l'image, quand il prenait l'appareil pour partir de la Côte d'Ivoire, qui a fait le tour du monde, c'était une image très triste. Alors, il se bat, il est venu, il se bat pour la paix. Nous prions franchement pour le président Bédié. Et nous prions pour qu'il ait vraiment une longue vie pour nous aider à vraiment ressouder ce pays. Ensuite, vous avez Laurent Gbagbo. Ce monsieur est le père de la démocratie de la Côte d'Ivoire, qu'on veuille ou pas. Parce qu'il a commencé à parler de la démocratie bien avant Gorbatchev. Il a compris que ce pays ne pouvait pas avancer sans une démocratie. En fait, on n'avait pas de démocratie. On vivait dans un système parti unique. Et ce qui est intéressant encore, c'est que l'avènement de 1990 de l'Union soviétique, on parle de l'Union soviétique, mais nous avons un Africain ici qui parlait de démocratie bien avant ça. Gorbatchev allait en Europe, il s'est rendu compte que son pays était pauvre, il voit les magasins, il retourne dans son pays, il veut changer. Mais il n'a pas un pied dehors, un pied dedans. Lui, il a seulement des orteils dehors et puis le reste de pieds dedans. Il a fallu Boris Yeltsin pour le faire partir, pour qu'il y ait changement en Union soviétique. Et donc, voilà, mes frères et sœurs, ces 3 personnalités, nous prions Dieu pour qu'ils soient là. Ils ont connu les 3 problèmes que j'ai énumérés, nationalité, problème d'élection et problème de coup d'État militaire. Et donc, nous remercions le président Ouattara pour quand même l'effort qu'il fait pour la paix. Ce n'est pas aussi facile que ça. Et donc, parlant de la paix, je vais essayer aussi de tout de suite parler du gouvernement d'Alassane, du président Alassane Ouattara, d'un département que nous pensons que c'est le département le plus difficile de son gouvernement. C'est le département, c'est le ministère de la Réconciliation nationale, dirigé par notre frère Kakabe.
Je ne sais pas si vous prenez ça en tant que journaliste, ce poste, comment vous l'analysez. C'est le poste le plus difficile dans le gouvernement de Ouattara. Vous demandez à quelqu'un de réconcilier les politiciens ivoiriens, pouf! C'est pas vraiment évident. Nous avons été à Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2. Finalement, le Premier ministre a rendu démission. Vous demandez à KKB de venir souder ça. C'est pas possible. C'est pourquoi nous demandons à toute la population ivoirienne, à tous les partis politiques, d'aider ce monsieur. Nous, au Renouveau démocratique, nous sommes prêts à l'aider. S'il nous fait appel, mais nous devons tous concourir à la paix. Et ce monsieur joue un rôle très important. Nous ne voyons pas ça, mais en politique, c'est le rôle le plus important, c'est la paix. Et maintenant, on a rendu hommage à nos aînés, mais le passage à la vie politique, à la présidence, a créé une situation de perte de vie. Mes frères et sœurs, des gens sont morts. Nous avons des orphelins. Nous avons des veuves. Et nous avons besoin de nous occuper d'eux. Et c'est dans la Bible. Cherchez dans la Bible. Cherchez dans le Coran. Occupez-vous des veuves. Occupez-vous des orphelins. C'est pourquoi nous, au Renouveau démocratique, nous demandons. Et si nous venons au pouvoir, c'est ce que nous allons faire. 30 millions de francs CFA pour chaque vie perdue. Nous devrons le faire collectivement. Parce qu'une guerre, on va en guerre, mais il y a les conséquences de cette guerre. Et collectivement, nous sommes responsables. C'est-à-dire, si nous prenons les 3000 morts, les charniers de Yopougon, nous nous retrouvons après ce 94 milliards 710 millions de francs CFA que nous devrons tout faire pour aider les familles qui sont restées, pour s'occuper de ceux qui sont restés après ça. Et c'est très important. L'État de Côte d'Ivoire peut le faire et nous savons où trouver les moyens pour le faire. Donc nous sommes à peu près, si nous prenons des réserves de 20 milliards, nous sommes à peu près à 114 milliards de francs CFA que nous devrons tout faire pour retrouver ceux qui ont survécu, ceux qui ont perdu des parents, les enfants qui sont morts, les parents qui sont morts, il y a des enfants à élever. Souvent, il paraît que des enfants qui ont perdu le père, la mère, les frères, etc., ils se retrouvent en tant qu'orphelins. La Côte d'Ivoire doit le faire. Et c'est cet appel que nous lançons de façon collective pour qu'on puisse faire ça. Eh bien, moi je pense que c'est une bonne chose. Entre-temps, ce sera aussi très bien d'injecter quand même un petit pouf de soulagement dans ces régions qui ont été touchées. C'est vrai, on ne peut pas ramener une vie. Quand on fait une compensation, ça soulage, ça apaise, ça aide. Et on ne peut pas rester insensible à ça. Donc, c'est notre position par rapport à cette crise où il y a eu perte de vie. Enfin, avant de parler du plan économique et santé, voilà 63 ans que nous sommes indépendants. Nous sommes pauvres. La Côte d'Ivoire est pauvre. Et après 63 ans, il faudrait qu'on prenne une pause au niveau de la nation, au niveau de chaque individu pour savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous cherchons à partir. Parce que si nous ne prenons pas de pause, de réflexion en tant que nation, on pense que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. On pense qu'il faut faire une économie cosmétique de part et d'autre, alors qu'en réalité l'économie, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est aussi simple aussi. Et par rapport à ça, nous allons vous faire des propositions aussi dans les différents débats que nous allons avoir avec vous. Autre chose importante, notre rapport avec la France. La santé, l'éducation, l'agriculture, l'industrialisation, la Cour constitutionnelle et la Commission électorale, le problème des nationalités. Ce sont là les sujets que je vais avoir avec vous. Aujourd'hui, je vous parle de la généralité, mais de façon individuelle, on aura le temps de discuter pour prendre chaque chapitre et échanger avec vous, journalistes. Moi, j'aimerais que vous fassiez vos recherches, que vous posez des questions, qu'on essaie d'avoir des discussions dans les 8 différentes conférences de presse que nous allons avoir. En économie, sur le plan économique, il faut noter, il faut quand même féliciter le gouvernement d'Alassane parce que nous avons une croissance de 5%. Et à ce rythme de 5%,
on va doubler le PIB de la Côte d'Ivoire en 14 ans. Et le renouveau démocratique veut améliorer ce taux à 10% afin de doubler ce PIB à seulement 7 ans. Il y a des chantiers qui sont faits, il y a des projets qui ont été faits, mais je vous dis, en réalité, mes frères et sœurs, ça ne suffit pas. En économie, même une croissance de 1%, on l'embrasse. Ça dépend si vous êtes dans une croissance, vous sortez d'une croissance, d'une contraction. 0,1% même en économie, c'est quelque chose que vous embrassez. À plus forte raison, 5%. Mais ce n'est pas suffisant. Là, il faut qu'on soit honnête. Et dans la vie d'une nation, tout est économie. Vous ne maîtrisez pas l'économie, vous ne maîtrisez absolument rien. C'est pour cela, moi, journaliste, je vous demande chaque fois, posez des questions économiques aux leaders politiques. Quel est leur plan? Où est-ce qu'ils mènent cette jeunesse? Le chômage, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? La santé, où ils en sont? Si vous ne posez pas ces questions, que vous tournez autour de... La Côte d'Ivoire restera la Côte d'Ivoire pendant les prochains 60 ans. Vous êtes journaliste, vous pouvez faire des recherches, faites des analyses comparatives, posez des questions sérieuses à tous. Tous les leaders politiques doivent pouvoir venir vous répondre de ces questions économiques surtout. Et en économie, c'est complexe. Il y a des facteurs contrôlables et des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on peut contrôler, on contrôle. Le budget, on peut le contrôler. Le taux d'intérêt, ça se joue, on peut quand même essayer de faire ça. Les productions, ça dépend. La monnaie, nous n'avons pas, notre monnaie ne la contrôle pas, donc c'est encore problématique. Mais les facteurs qu'on ne peut pas contrôler, par exemple, le changement politique que nous avons eu, les désastres naturels, les récessions, le goût du consommateur, c'est là où la science de l'économie s'arrête. D'ailleurs, mais l'économie, je n'appelle même pas ça une science, c'est un art. Parce qu'elle n'est pas exacte. Et comme elle n'est pas exacte, elle est complexe. Et comme elle est complexe, il faut forcément que nous veillons à ça tous les jours. Si les éléments ne sont pas là, on n'a pas une économie. Par exemple, nous n'avons pas notre monnaie. Nous faisons une économie purement fiscale. Et ça, ce sont des raisons économiques que nous devons chaque fois demander à nos leaders, à nos politiciens, ceux qui sont au gouvernement, de nous éclairer là-dessus. Notre méthode n'a pas changé depuis 63 ans. Vous savez, on va dans les institutions multilatérales, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Club de Paris, Club de Londres. On prend des prêts. Quand on prend des prêts, on fait deux choses. C'est-à-dire, soit on paye des dettes, soit on essaie de faire des projets. On est resté toujours dans le même cercle depuis 1960. On fait des hôpitaux, quelques infrastructures, de l'éducation, des bâtiments pour l'éducation. Ce sont ces trois qu'on fait. La Banque mondiale nous dit qu'on nous fait des prêts pour lutter contre la pauvreté. Mais c'est dans ces trois secteurs qu'on investit, rien d'autre. Et quand on est endetté, là c'est la même Banque mondiale qui nous dit, bon, réduisez les dépenses de l'État. Et quand on doit réduire les dépenses de l'État, c'est dans le même secteur qu'on coupe. Éducation, on coupe, santé. Donc, la population s'accroît. Quand on freine les investissements dans ce secteur, on crée un problème. Et on est resté dans ce cercle classique depuis 1960. On est encore dedans, même avec l'actuel gouvernement. On est encore dans le même cercle classique d'infrastructures routières, santé, etc. Et puis ça s'arrête là. On ne peut pas se développer à ce rythme, ce n'est pas possible. Moi j'ai des difficultés à comprendre comment est-ce qu'on peut se développer comme ça. Soyons réalistes, on ne peut pas. La Côte d'Ivoire est pauvre. Ne me dites pas que ça va, hein, que ça va par rapport au Burkina, au Mali. Non. Si vous avez un enfant qui vient à la maison avec une note de 16 sur 20, en tant que parent, vous dites, mon fils, ça va, parce qu'il y a quelqu'un qui a 6,80. Vous comprenez l'analogie? Ça ne va pas. On est encore très, très pauvre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le renouveau démocratique qui le dit, ce sont les statistiques de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la CIA. Vous voyez, je vous donne des chiffres. Le SMIC ici, récemment, on a eu 115 000 francs. C'est bon, c'est un effort. Vous pouvez vivre avec 115 000 francs ici à Abidjan, même au village. Vous ne pouvez pas. On nous dit le PIB par habitant de 129 000 francs CFA, alors qu'en France, on a 2 millions. Mais si nous avons une croissance de 5%, ça veut dire qu'en 14 ans, vous doublez les 129 000, c'est-à-dire que vous aurez peut-être, arrondissons-nous à 300 000. À 14 ans, vous aurez peut-être 300 000 francs. 14 ans. Il va vous falloir 14 ans à la Côte d'Ivoire pour que le PIB par habitant soit 300 000. Même avec 300 000 francs, si on tient compte de l'inflation, vous ne pouvez pas vivre avec. C'est ce que nous avons. C'est cette économie que nous avons. Plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Je vous dis, c'est pas moi qui dis ces chiffres. Hein.
Vous êtes journaliste, allez faire vos recherches. 40% ont une insécurité alimentaire. On n'arrive même pas à se nourrir. Alors, nous sommes pas un pays qui avance. On avance très lentement. Et l'analyse que je fais, on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas. Nous ne sommes pas mangeurs de chocolat. Vous avez un marché intérieur de chocolat ici? Même en Afrique, non. On produit pour l'extérieur et cet extérieur, c'est la bourse qui décide. Je me rappelle une fois dans une cassette que j'ai vue avec Houphouët-Boigny, François Mitterrand était assis à côté de lui, il se plaignait des prix du café cacao. François Mitterrand ne peut pas changer le prix du café cacao, ça se décide à la bourse. Donc on consomme ce qu'on ne produit pas. Voilà, vous êtes dans le bâtiment ici, qu'est-ce que vous produisez? Le climatiseur, la lampe, l'électricité, la voiture, le téléphone. Rien. Même ce qu'on produit, on ne consomme même pas. Vous êtes grand buveur de café, vous buvez café matin, midi et soir. Vous mangez du chocolat, chaque jour vos enfants connaissent du chocolat. C'est le problème que nous avons. Ce sont des problèmes économiques. Et c'est réel. Il faut que l'Afrique, qu'on se lève, qu'on pense autrement. Sinon, moi je ne vois pas du tout de futur pour nous. C'est problématique. La cherté de la vie. Je ne sais pas si vous avez, certains d'entre vous n'ont pas mon âge, mais je me rappelle quand Houphouët était là, on parlait de cherté de la vie. On a parlé de cherté de la vie sous Houphouët-Boigny pendant très longtemps. Conjoncture, etc., les mots ont été utilisés. On a parlé de cherté de la vie sous Bédié, sous Gbagbo, paix à son âme, sous Gueye. Sur la scène encore, on parle de cherté de la vie. Mais je vais vous dire une chose, c'est purement économique. Le gouvernement ivoirien est responsable de la cherté de la vie. Purement et simplement. Pourquoi? On s'explique. On n'a pas une politique monétaire. On ne contrôle pas. Parce que les 11 contrats que la France nous a signés, on n'a pas le contrôle, la BCA, on n'a aucun contrôle d'injecter de l'argent dans l'économie et quand il y a inflation, de retirer. On n'a pas ce mécanisme-là. C'est un outil important qu'on n'a pas. Tout ce qu'on a, c'est un système purement simple, c'est-à-dire la fiscalité. Tout est fiscal. Je prends une dette, je dois rembourser. Pour rembourser, comment vous appelez, monsieur? Bien, vous devez payer un peu d'impôt. Vous devez payer un peu. Vous aussi un peu. Vous, derrière, vous devez payer un peu d'impôt. C'est le système que nous avons. Et ce n'est pas contre un gouvernement, ce n'est pas contre un individu, c'est la réalité économique. On a un système fiscal. On doit rembourser nos dettes. Une voiture qui rentre en Côte d'Ivoire, c'est 40-50%. Je travaille dans l'industrie américaine pendant 15 ans, en tant que responsable directeur financier chez Chrysler, chez Ford, chez Toyota et chez Hyundai. Vous savez qu'on donne 0% d'intérêt aux gens pour pouvoir payer des voitures et ils sont financés pendant 3 ans. 0% d'intérêt. La maison mère a des fonds disponibles qu'elle met à la disposition de la population parce qu'elles veulent pousser leur voiture. Et les autres banques avec lesquelles nous travaillons, eux, ils font des taux d'intérêt qui vont de 3%, 4%, 5%. Cela dépend de vos risques que vous prenez. On fait l'analyse des risques de chaque individu. On n'a pas ce mécanisme. Moi, je paye ma voiture à 50 000 francs, 30 000 $. Et quand je viens en Côte d'Ivoire, je paye 50% de plus que ça. Et pourtant, mon salaire est beaucoup, 10 fois mieux, peut-être plus, je veux dire, que quelqu'un qui travaille ici. Comment voulez-vous que les gens vivent? Je fais le transport. Je paye une voiture de 50 millions. Vous me dites de vous donner 25 millions pour faire sortir la voiture. Mais en tant que transporteur, vous allez payer, c'est vous qui allez payer. Ça va se refléter sur les prix de transport. C'est cette économie que nous avons. Il faudrait qu'on ait l'honnêteté de parler de ça sans qu'on se crée des problèmes. Parce que c'est réel. Moi, je prends l'économie. Je ne sais pas comment je vais parler en tant que politicien et j'ai droit au chapitre. C'est le problème que nous avons. Nous devrons chercher des solutions dans ce sens parce que la cherté de la ville, encore, je suis prêt à discuter avec n'importe quel économiste, c'est un problème de choix économique que nous avons, c'est-à-dire que nous avons un problème de fiscalité. L'assiette de l'État est tellement petite qu'elle est obligée pour pouvoir payer ses dettes, etc., dire à tout le monde ou bien imposer un système fiscal élevé. C'est tout. Et nous allons revenir sur ça dans le prochain débat. Ensuite, vous avez la relation avec la France. Nous, on approche la relation différemment. Il ne faut pas être émotionnel en politique, parce que si vous êtes émotionnel en politique,
Vous pouvez prendre 50 millions, 20 millions de personnes et les amener dans une situation difficile. Nous avons vu ça avec Hitler. Ils ont amené dans la crise, la guerre mondiale. La politique n'est pas émotionnelle. Il faut faire l'analyse des choses, vos forces, vos faiblesses. Il faut être calme. Il faut comprendre. Et historiquement, la France n'a pas changé depuis 1800. La France a une cartographie économique qui n'a pas changé, écoutez-moi bien, depuis 1800. C'est-à-dire, quand vous plaignez de Macron, quand vous plaignez de Jean-Jacques Chirac, ils n'ont pas de choix. Ils sont venus trouver une cartographie économique qu'ils suivent à la lettre. C'est comme quand vous êtes en Suisse. Si vous êtes contre le secret bancaire ensuite, vous ne pouvez pas être élu. Il y a des réalités dans certains pays qu'il faut comprendre. La France ne peut pas se débarrasser de cette cartographie, c'est-à-dire qu'elle dépend de l'extérieur pour son économie. Son marché intérieur est bon, il est fort, mais la France a toujours dépendu de son marché extérieur. En 1800, avant que Saint-Domingue, qui a ici aujourd'hui prenne sa révolution, 40% de l'économie française dépendait de Saint-Domingue. Est-ce que vous savez ça? La France n'a pas changé. Mais nous, on pense que il faut comprendre la France. Elle défend ses intérêts. Elle sait bien défendre ses intérêts. Et donc, nous, à notre niveau, on demande à la France de se débarrasser, par exemple, de... Je sais ici, des 11 articles qui sont là, qui, depuis l'indépendance, nos pays sont liés à ça. Il faut se débarrasser forcément de ça. Et puis, nous voulons travailler avec la France. Moi, je vous apprends que à bas la France, dehors la France, ce n'est pas constructif. La France n'est pas un petit pays, hein. Il est parmi les 10 premiers pays, je crois 6e au monde. Elle a un droit de veto, elle a une armée très forte. L'économie de la France équivaut, de 68 millions d'habitants, écoutez bien, équivaut à l'économie de l'Afrique tout entière. Tout entière, tous les 54 pays africains, nous avons exactement l'économie d'une petite France. Ce n'est pas un petit pays. Il y a des problèmes que nous avons avec la France. Mais tout n'est pas mauvais. Un politicien doit pouvoir analyser ça. Tout n'a pas été mauvais avec la France. Ce qui a marché, on garde. Ce qui n'a pas marché, on change. Nous, au Renouveau démocratique, on va travailler avec la France. On fera des propositions à la France. Et c'est à partir de ça, puisque c'est une zone base industrielle, nous ne voulons plus d'hôpitaux, de routes ici, etc. Nous voulons nous industrialiser. Si la France peut nous aider à nous industrialiser, c'est ce que nous allons faire. Si elle ne peut pas nous industrialiser, nous allons en Allemagne, nous allons en Italie, nous allons dans d'autres pays. Je crois que c'est ce débat que nous devons avoir avec la France. Ce qui a marché avec la France, écoutez, moi, quand j'allais à l'école, je suis né à Hiro-Lamé, Benjerville. Mon père a travaillé dans les années 50 jusqu'en 80 à l'Institut de recherche des huiles oléagineuses, qui a été créé en 1924. Mais quand j'étais né, après que j'allais à l'école, dans le village, il y avait des pavillons. C'est là-bas que les Français habitaient. Vous savez, ils sont là depuis les années 40 à Hiro-Lamé. Oui, il y avait des Français. Ils n'allaient pas en vacances. Il paraît que quand tu prenais des vacances, tu prenais 3 mois de vacances. Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas d'amusement. Les routes entre Alépé, la route d'Alépé était complètement impraticable en saison de pluie. Mais ils étaient avec nous. C'est ceux-là qui ont fait nos plantations de palmiers à huile. C'est ceux-là qui nous ont aidés dans le café cacao. C'est eux-là qui nous ont permis aujourd'hui d'être planteurs de café cacao, d'EVA. C'est grâce à la France. Tout n'est pas mauvais. On ne peut pas balayer tout d'un coup parce qu'on est fâché ici. Un politicien doit pouvoir analyser tout ça. Et s'il y a des rhétoriques anti-français dans votre parti politique, levez-vous, essayez de taire ça. Soyez contre ça, c'est mauvais. Ce n'est pas de la politique. La politique, il s'agit de savoir ses faiblesses, ses forces, qu'est-ce qu'on gagne avec l'autre et savoir négocier. Nous, on ne sait pas négocier, c'est pour cela que la France prend 80% de tout et puis nous, on n'a que 20%. On doit ramener ça à 50-50. Voyez-vous? Et ce qui n'a pas marché, nous le connaissons. Ce qui a marché aussi, comme je viens de vous dire, dans le domaine agricole, notre système éducatif, nos infrastructures, nos hôpitaux, tout est français. Le café cacao, c'est grâce à la France que nous vivons aujourd'hui du café cacao. Et donc, ce n'est pas aussi évident de se lever un matin et de dire, bon voilà, écoute, on se débarrasse de la France parce que voilà, on a des problèmes avec la France. Aujourd'hui, nous avons 22% de notre PIB qui est dans l'agriculture, c'est-à-dire grâce à la France.
Donc moi je pense quand même qu'il faudrait qu'on essaie d'analyser ça, parce que le sentiment anti-français en Afrique, moi je pense que c'est dangereux pour les Africains. Parce que quelle option nous avons? On dit, bon voilà, on est fâché contre l'Occident, on va à l'Est. Mais les relations sino-africaines, c'est depuis combien d'années? 6 ans, 7 ans? Vous avez les résultats avec ça? L'Union soviétique est là avec nous depuis quand? Dans les années 58, en Guinée, en Angola, Mozambique. Quels sont les résultats? C'est-à-dire qu'il faut avoir des relations commerciales avec ces pays, mais on ne peut pas du jour au lendemain se lever et dire, bon voilà, on ne veut pas avoir la France, on va travailler avec ces pays de l'Est parce qu'il faut aller là-bas. Ils n'ont rien à prouver, ils n'ont rien à nous montrer. Mais on peut avoir des relations commerciales parce que nous sommes un pays, nous devons avoir des relations. Mais sachons où on va. Et c'est fondamental, c'est très intéressant. Et c'est pas franc. Le président Macron a fait un discours, je ne sais pas si vous avez suivi ça récemment. Vous êtes journaliste, je suis sûr que vous l'avez suivi. Chaque fois que la France est coincée, la France vient nous faire un discours pour nous dire quelles sont les voies à prendre, etc., etc. Nous avons écouté ça dans le discours de la Baule. Nous avons écouté ça même à Macron en 2017 au Burkina. Chaque fois que la France a des problèmes, la France vient avec des grands projets. Et ça fait 63 ans qu'on est pauvre. Et quand on fait l'analyse, les pays qui sont sous le régime français sont les pays les plus pauvres au monde, comparativement aux pays anglais. La France doit elle-même s'asseoir, faire un mea culpa, se dire ça ne va pas. Nos relations avec ces pays africains, c'est pas bon, il faut qu'on change réellement. Donc moi, je vais essayer de vous analyser un peu le discours du président Macron. Moi, je suis resté à ma fin. Le président Macron nous donne des détails, mais pas réellement des détails. C'est un bon signe que la France veut changer. Mais avant que la France change, nous, on souhaiterait que la France prenne officiellement la décision de dire qu'elle se débarrasse de ces 11 contrats avec l'Afrique sur presque tous les plans. C'est mauvais, c'est fait pour la France, c'est pas fait pour l'Afrique. À 80%, c'est fait pour la France. Nos recettes dans les banques françaises de Paris. Le problème avec militarisation. Les droits exclusifs de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires et colons. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Mais moi, je ne veux pas tout lire. J'aimerais que vous preniez, vous cherchez des recherches, puisque vous savez ça, les 11 accords de la France, ces accords sont mauvais. Et Macron nous dit, il parle d'une nouvelle architecture financière internationale. C'est un gros mot, hein? Une architecture financière. Quand on parle de finance, j'ai voyagé en Guinée, au Ghana, nous sommes partis au Congo, en Zimbabwe, Malawi, en Afrique du Sud. Le seul mot que vous entendez quand vous venez pour un projet en Afrique, on n'a pas de financement. On n'a pas de financement. Vous n'avez pas de financement. Mais la richesse se crée. Est-ce qu'on va rester comme ça? Parce qu'ils ne vont pas nous donner ce financement. Je vous le dis. On restera comme ça toute notre vie. On ne peut pas créer. Si on a le financement. C'est pourquoi je vous invite à notre forum économique la prochaine fois pour vous démontrer que nous avons le financement de tous nos projets. Je suis un financier de formation. On a le financement de tous nos projets. Et c'est ça qui va complètement éradiquer le chômage. C'est ça qui va complètement nous permettre de nous développer. Et il faudrait qu'on commence en tant que ceux qui ont fait des études en finance, ceux qui ont fait des études en économie, de se concerter, de discuter, parce qu'on ne s'entend très souvent pas. Parce que certains ont été influencés par certaines théories en économie, ils suivent ça. Il y a des gens qui ont étudié aujourd'hui qui sont communistes. C'est leur droit. Mais nous avons le financement de nos projets. Et ça, je vais vous démontrer ça. Le renouveau démocratique va vous démontrer ça la prochaine fois qu'on va se rencontrer. Il parle de structure financière internationale. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que c'est le classique financier que nous connaissons avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le Club de Paris, le Club de Londres? Ou bien c'est la France qui sera derrière ce financement? Parce qu'il dit international. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous voyez, ces projections, ce mot, en ce qui nous concerne, ça ne veut rien dire. Il faut que la France comprenne que nous, en Afrique, nous sommes fâchés, nous ne sommes pas contents. Mais nous, on veut travailler avec la France. Et donc, que la France vienne clair. On a des intellectuels, on a des gens qui ont fait des doctorats en finance, en économie. On comprend tous ces termes-là. Il faut qu'on puisse s'asseoir, échanger et dire à la France, voilà où nous, on veut aller.
Et on veut une relation 50-50, 50-50. Sinon, il n'y a pas de relation. Il nous parle, Macron nous parle de la cogestion des bases militaires. En fait, la France ne veut pas quitter ses bases militaires. Mais quand on parle de cogestion, l'armée, il y a chef d'État, le président de la République est le chef de l'armée. Quand on parlait de cogestion, nous aurons le président de Côte d'Ivoire, le président de la France qui vont co-gérer une base militaire. Qui prend les décisions? Qui a le droit de veto? Les ordres viennent d'où? Et je vais vous dire une chose, moi je travaille avec mon groupe. Je travaille avec l'armée de l'air, l'armée des terres. À l'époque, le problème militaire, ils avaient des difficultés de communication avec leur base. Parce que l'armée française est là. Et nous leur avons dit comment résoudre ce problème. Changez votre système de communication, encryptez ça, et vous-même la clé de la communication. Commençons par le chef de l'État. On va à la présidence, on dit, M. Djenko, vous ne pouvez pas aller là-bas. Attendez à midi, quand tout le monde va aller au lunch ou de Genève, vous allez pouvoir vous y rendre. On a attendu, hein, dans le bureau d'un général à la présidence de la République. Gbagbo était encore président. On va à la présidence, on se rend compte que c'est un Français qui est responsable de la communication du chef de l'État. Ça veut dire que tous les coups de fil du Laurent Gbagbo étaient à l'écoute, matin, midi et soir, 24 heures sur 24. C'est inacceptable. On a du travail, hein, mais on peut y arriver. Alors moi je pense que le président français Macron ne nous dit pas comment on va faire la cogestion de l'armée. C'est pourquoi le renouveau démocratique, nous demandons tout simplement et purement à la Côte d'Ivoire de s'intéresser aux forces de défense et de sécurité. Nous devons nous intéresser aux forces de défense et de sécurité. Voilà des personnes qui jurent, qui prennent serment pour mettre leur vie en danger, pour nous protéger. Nous pensons au renouveau démocratique que ceux-là, les forces de défense et de sécurité, doivent avoir un statut spécial. Quelqu'un qui va au front, qui ne revient plus, sa famille ne doit pas souffrir. Le militaire ne doit pas avoir de problème pour manger, pour dormir, pour se loger, pour se soigner. Et vous comprenez pourquoi nous disons ça? Parce que la sécurité est très importante. La preuve, nous avons la sécurité, nous avons 5% de croissance. Les États-Unis dépensent 800 milliards de dollars pour les militaires. C'est le seul débat à l'Assemblée nationale où ils s'entendent tous. Parce qu'il s'agit de la sécurité du pays. Ça n'a pas de prix. Nous devons investir dans le FDS. Ça, c'est la position du renouveau démocratique et ça ne changera pas. Et vous êtes journaliste, faites vos analyses aussi, je vous en prie. Quand vous publiez des informations, quand vous faites vos recherches, soyez objectifs. Même si vous êtes partisan d'un journal, il y a quelque chose qui ne va pas. Le journaliste, vous dites. C'est sur vous que nous comptons pour avoir des informations. Sans vous, il n'y a pas d'informations. Sans vous, il n'y a pas d'économie. Sans vous, il n'y a rien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, journalistes. Je l'ai toujours eu parce que je viens d'un pays qui respecte les journalistes. Un journaliste ne doit pas avoir de problème quand il fait ses recherches, quand il se déplace, quand il veut soigner ses enfants, quand il doit se loger, quand il doit éduquer ses enfants. Parce que le pays a besoin de vous pour ces informations. Le président Macron nous dit on fera des investissements massifs dans l'éducation, dans la santé, la transformation énergétique, l'emploi et la formation. Mais c'est une méthode classique. C'est ce que la Banque mondiale a fait depuis 1960. La Banque mondiale nous a beaucoup aidés. Il faut le reconnaître. Mais si la Côte d'Ivoire va voir la Banque mondiale aujourd'hui dit nous avons besoin d'une usine verticale clé en main, la Banque mondiale ne donnait pas l'argent. Et d'ailleurs, la Banque mondiale ne crée pas la monnaie, elle travaille avec la monnaie des membres. Ceux qui participent ont un droit de savoir où orienter ces débats. Donc c'est toujours la santé, l'éducation et puis les infrastructures. Vous voulez qu'on reste dans ça encore pendant 60 ans? Ce n'est pas possible. Je vous prie d'être vraiment patient avec moi, je vais finir. Hein?
Non, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. La santé. Je vous apprends que je suis aussi, j'ai une expertise dans le domaine de la santé. Toute l'Afrique a un système inadéquat. Les pays maghrébins, on dit que c'est les pays qui ont ça, mais malgré ça, même les pays maghrébins ont un système qui n'est pas acceptable. Les budgets alloués à la santé sont toujours insuffisants parce que nos leaders politiques pensent que la santé, c'est un problème de service social. C'est fou! La santé n'est pas service social. La santé, c'est l'économie. 17% de la santé aux États-Unis, 17% de l'économie vient de la santé. 17%. Quand on parle de santé, on parle de centre de recherche, pharmacie, comment on appelle les plateaux techniques, les médecins, les infirmières, l'assurance, tout, la santé, les bâtiments, tout, c'est santé. Et ça emploie des gens. Vouloir croire que la santé... J'ai un ministre ivoirien qui me dit, M. Djenko, laissez tomber la santé, venez faire ce projet ici, il y a l'argent ici. La santé, c'est très important. Quand vous êtes en bonne santé, vous êtes productif. La productivité se quantifie. Elle n'est pas aléatoire quand quelqu'un est en bonne santé. C'est pourquoi nous devons nous orienter vraiment vers cet aspect et chercher vraiment à mettre un programme de santé en place. Le plus grand, écoutez-moi bien, hein, le plus grand projet de santé jamais conçu en Afrique, ce fut le projet de Laurent Gbagbo, l'AMU. Vous savez pourquoi je vous dis ça? J'ai présidé les études de faisabilité avec le consortium américain. En plus, nous avons trouvé 3 milliards de dollars au président Laurent Gbagbo pour ce projet. Malheureusement, le projet n'a pas eu lieu. Quand je reviendrai encore sur le projet de santé, je vais vous l'expliquer. C'était le meilleur projet. Le projet était destiné à quadriller toute la Côte d'Ivoire, tout le pays, des hôpitaux performants à échelle A1, type américain. Et il était destiné à ce qu'aucun Ivoirien ne doit se déplacer de sa région pour une intervention chirurgicale, pour un soin médical, quelle que soit la maladie ou le problème dont il souffre. C'était le projet qu'on a mis en place. C'était le projet de l'AMU, du président Laurent Gbagbo. C'était ça. Nous avons travaillé dans la discrétion. Vous m'avez déjà vu à la télévision parler de santé. Nous étions là. Nous avons travaillé pendant 8 mois. Nous avons fait une étude de faisabilité, CHU de Plougon, l'hôpital comment on appelle, à Cocody, là. CHU. Nous sommes allés à Beauville, nous sommes allés même dans les centres ruraux, à Novigué, pour pouvoir collecter toutes ces informations. Et on s'est dit, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire de projet de santé, ni distribuer des cartes aux gens s'ils ne savent pas où se soigner. J'ai fait l'assurance aussi. Je suis désolé. Hein. C'est ça l'Amérique, on change de boulot quand on veut avoir un peu plus. Mais dans l'assurance, vous avez deux aspects. Il y a ici celui qui donne le service et il y a celui qui paye son premium pour pouvoir avoir le service. Vous me dites, si je vous donne 2000 francs, 3000 francs, vous allez me soigner, je suis malade. Mais vous n'avez pas de centre hospitalier, vous n'avez pas de plateau technique. Donc nous avons demandé au président Gbagbo de faire autrement, c'est-à-dire d'avoir d'abord les centres de santé avant de produire les assurances. On a travaillé avec l'hôpital militaire, presque tous ces centres-là, pour pouvoir essayer d'avoir un système de santé adéquat. Malheureusement, le projet n'a pas eu lieu. L'AMU n'a pas pu avoir lieu. Et nous avons dit que pour financer ça, Gbagbo était sous mandat, il ne recevait plus l'argent des Fonds monétaires internationaux. Vous ne pouvez pas financer ce projet autrement que du privé. Et c'est comme ça que nous avons financé le projet par le privé. Et nous avons trouvé les fonds, 3 milliards de dollars. Je vous invite à notre prochain débat sur la santé pour avoir les détails. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de ministres, le ministre Komoué, le ministre Monin, directeur national de la dette, le ministre des Finances à l'époque, et presque tout le monde. Et quand la crise a eu lieu, j'ai un ami de la région d'Abongwa, Jean Kouadjou, qui travaille aussi dans le gouvernement américain en tant qu'expert en sécurité informatique, qui faisait partie du groupe Mission 2 Ivoiriens.
Nous avons dit quand le président Alassane a été élu, c'est notre pays, puisque nous avons le financement, nous avons fait les travaux. Allons-y voir le président pour faire les travaux. C'est la Côte d'Ivoire, c'est une continuité. Donc le président Alassane est venu à Washington. Il est venu à Washington, il faisait des tournées dans les ambassades. Eh bien, j'ai approché le président Alassane, je crois que j'ai eu peut-être 15-10 secondes avec lui. Je lui ai dit, Monsieur le Président, nous avons 8 chefs d'entreprise américaines, nous avons fait des travaux, nous avons les moyens, nous avons le financement prêt sur la santé. Il m'a dit, remettez le dossier à monsieur, son assistant qui était Bitogo, mon frère. Donc, par la suite, nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus en Côte d'Ivoire, nous avons travaillé avec Mme Yoma, la ministre Yoma de la Santé, M. Tungara, ministre des Mines, parce qu'il fallait faire une relation entre ce que nous faisons et pouvoir se faire rembourser. Nous avons rencontré par ailleurs Mme Yoma au domicile, nous avons des travaux au domicile de l'ambassadeur à Washington. Nous avons rencontré aussi, comment on appelle M. Tungara, à l'ambassade même de Côte d'Ivoire, comment on appelle à Washington. Coulpin, j'ai rencontré le conseiller de la salle, et puis bon, les travaux, ça n'a pas eu lieu. Encore, je vous invite la prochaine fois, je vais vous dire pourquoi ça n'a pas eu lieu. En fin de compte, nous allons passer à l'éducation. Il y a une faillite au niveau du système éducatif en Côte d'Ivoire. Quand j'étais petit, dans les années 60, à l'école primaire, Père Amontano Lambert, Père à son âme éternel, ministre de l'Éducation nationale. On avait 20% d'admission à l'entrée en 6e. C'est-à-dire, si vous prenez 100 enfants, il y a 20 qui avaient l'admission. Les 20 vont en 3e, il y a encore 20 ou 30%. C'est-à-dire, il y a 6 qui sont admis pendant seconde. Dans les 6 qui vont en seconde jusqu'en terminale, et il y a encore 20 ou 30%, c'est-à-dire 1,8, disons 2 qui vont à l'université. Mais diantre, qu'est-ce que vous faites? Les 80 autres qui n'ont pas pu partir jusqu'à l'université, ils deviennent quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle société voulons-nous former avec des gens qui ont échoué à l'entrée en 6e, qui sont là? 80 des 100 restent là, et puis après, chaque niveau. Nous avons un système de filtration d'entonnoir, un système éducatif qui ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et aujourd'hui, quand on a 35-40%, nous célébrons. Nous avons aussi des solutions. Le renouveau démocratique a des solutions aussi au niveau de l'éducation. Nous vous invitons encore chaque fois à notre prochain débat sur... Moi, je voudrais le prochain débat avec vous les journalistes, que vous venez avec vos questions, qu'on échange sur tous ces sujets-là, parce qu'on va vous annoncer en avance pour que vous ayez le temps de préparer vos questions pour qu'on puisse travailler. Ensuite, nous avons l'agriculture. Vous savez, j'ai étudié dans une région qu'on appelle le Corn Belt aux États-Unis. C'est une région purement qui produit du maïs. Les paysans n'ont pas aussi de grands hectares, 3-4 hectares dans ces régions. Mais si vous voyez un paysan américain, il est mécanisé. Il a ses voitures, il se soigne, il a sa villa, il ne bouge pas. Quand il meurt, il passe ça à ses enfants. Vous savez, souvent, le gouvernement paye ces paysans pour ne pas produire. Vous savez pourquoi? L'objectif du gouvernement américain, c'est qu'il ne faut pas que ces paysans disparaissent. S'ils disparaissent, les États-Unis vont dépendre de la nourriture du maïs de l'extérieur. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est pourquoi nos paysans ici qui nous font 40% de notre économie, café, cacao, mais diable, comment sont-ils pauvres? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'aide? Pourquoi le paysan ne peut pas vivre du produit de ses labeurs? Pourquoi il ne peut pas se soigner? Pourquoi il ne peut pas se loger? Pourquoi il ne peut pas scolariser ses enfants? Alors que nous vivons de ça. L'idée serait que ce paysan soit riche, puisque c'est lui qui fait l'économie du pays. Il y a quelque chose, une inadéquation dans ce système. Et il faudrait qu'on parle de ça à tout moment. Et c'est très important. Alors, nous vous invitons encore dans ce domaine agricole, et nous pensons qu'il faut ramener l'agriculture à peut-être 10%, 12% de nos PIB, parce qu'en ce moment, c'est très élevé. Et chercher à faire une industrialisation tout azimut. Nous allons vous donner les raisons et les solutions dans nos prochaines rencontres. Et puis, nous avons un problème de constitutionnel et commission électorale. On se bat tout le temps. La démocratie, on ne l'a pas encore compris. Et c'est pourquoi nous prions pour que Laurent Gbagbo, dédié à la SAN, essaie de nous trouver une solution pour cette génération, pour que nous puissions vraiment aller de l'avant.
Sans eux, ce serait très difficile. Parce que ça doit être collectif. Parce que si la décision vient d'Alassane seul et que Laurent Gbagbo et Bédié ne sont pas d'accord, ceux qui le suivent ne seront pas d'accord. Nous demandons, nous prions pour eux que Dieu fasse qu'ils s'entendent pour nous aider dans ce sens-là, pour qu'on ait vraiment une situation assez clarifiée quand il s'agit de la commission électorale indépendante. Enfin, je suis à la fin de mon sujet, c'est la question des nationalités. J'ai gardé ce projet de nationalité à la fin de mon discours, ce n'est pas parce qu'il est moins important, c'est parce qu'il est le plus important. La nationalité est le problème le plus important de la Côte d'Ivoire. Faites bien vos analyses, faites bien vos recherches. Historiquement, vous avez un problème migratoire, c'est-à-dire ceux qui sont là avant et ceux qui arrivent après. Ceux-là, les mouvements migratoires ont lieu dans tout le monde entier. Ça, c'est l'indépendance. Si vous avez l'indépendance, ceux qui sont arrivés en dernier, comme ceux qui sont arrivés en premier, sont tous ivoiriens. Mais nous avons mal géré ce dossier depuis l'indépendance. Je vous lis une chose ici. Loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 portant code de nationalité. Article 6, c'est le germe de la division. On vous dit si on trouve un enfant qu'on ne connaît pas ses parents, il est ivoirien. Mais si on trouve ses parents, les deux sont étrangers, donc la nationalité de cet enfant est en cause. Et pourtant, pendant très longtemps, jusqu'à 72, on a un droit de sol. Droit de sol, ça veut dire quoi? Si quelqu'un est né ici, il est ivoirien. Point barre. Il est soit chinois, français, il est ivoirien jusqu'à ce qu'il décide lui-même de ne pas l'être. Et c'est ça que nous avons. Et c'est ça qui fait le problème de la Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Ça a été géré par Oufoué, ça a été géré par Alassane 2 fois en tant que Premier ministre et en tant que président actuel. Ça a été géré par Gbagbo, ça a été géré par Bédié, ça a été géré par Gueye. Ce problème de nationalité est important. Il faut qu'on essaie de trouver une solution définitive à ce problème, sinon ce pays a des problèmes sérieux. La carte de séjour. Quand vous lisez, on vous dit, oui, bon, la carte de séjour, c'est Alassane qui est venu à la carte de séjour, c'est lui qui a envoyé la carte de séjour, on n'avait pas de carte de séjour avant, tout allait bien. Archi faux. Mais la carte de séjour, quand Alassane a pris la décision de la carte de séjour, après un recul que nous avons fait l'analyse au Renouveau démocratique, quand il a introduit la carte de séjour, mais Oufoué était là, Bédié était là, Camille Ali était là, Fologo était là, Philippe Yassé était là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? S'ils n'ont pas pu, eux qui connaissent l'histoire de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, dire quelque chose, ça veut dire collectivement, c'est une décision. Donc cet argument, Alassane est responsable de la carte de séjour. Moi, je vous dis que, en tant que journaliste, faites l'analyse. Hein. Les autres étaient là quand il a pris la décision en tant que Premier ministre. Ils sont tous collectivement responsables. Ça, c'est le point de vue de notre parti. Nous, depuis 30 ans, c'est depuis qu'il est arrivé sur la scène politique qu'on a des problèmes. Encore là, archi faux. Parce que si vous retournez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que la crise ivoirienne de 1990, c'est parce que nous avons des germes de division depuis 1960. Et ça a évolué. Ça a évolué avec des différentes lois. Après, c'était la loi de 72. Nous, on a fait des recherches à l'Assemblée nationale pour chercher à savoir qu'est-ce qui a motivé Houphouët-Boigny à passer de la carte de séjour, c'est-à-dire de droit de sol au droit de sang. On n'a pas encore eu de recherche, on n'a pas encore eu de résultats. Et donc, nous avons tous ces problèmes. Nous continuons, il faut commencer à naturaliser les Ivoiriens depuis très longtemps. On a freiné quand Alassane est venu pour introduire la carte de séjour. Aujourd'hui, le président Alassane continue aussi de naturaliser les enfants ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens que nous naturalisons. Ça n'a pas de sens. Et même dans les coulisses, on parle encore de faire revenir la carte de séjour, je ne suis pas sûr. Mais il faut résoudre le problème des enfants qui sont ivoiriens, qu'on refuse de reconnaître en tant que tels. Tant qu'on ne fait pas ça, on crée un problème social. Parce que ces enfants-là sont là, ils sont avec nous. Ils n'iront nulle part. L'Ivoirien est pacifique. Mais le politique nous a amenés dans des directions depuis 60 de façon incroyable. Donc vous voyez, nous sommes venus sur la scène, ce n'est pas pour attaquer quelqu'un, ce n'est pas pour critiquer nos aînés. Tout ce que nous faisons, c'est avec des statistiques réelles, des chiffres de la Banque mondiale, des documents que nous avons pu avoir à partir de Nantes. Nous avons toute cette documentation lorsque nous avons fait ce débat.
Nous allons montrer les preuves. Il faudrait qu'on parte de là. Et que vous, journalistes, aidez-nous à vraiment construire ce pays. Il y a trop de problèmes. Je vous ai énuméré tous les problèmes, santé, éducation. On a des problèmes partout. Il faudrait qu'on trouve des solutions appropriées à chaque problème. Et les problèmes, il y en a. La Côte d'Ivoire est très pauvre. Parce que, encore, je vais conclure en économie. Vous avez deux situations, je vous ai dit. Un producteur, un consommateur. Le producteur, il a quoi? Il a droit aux finances. Il peut aller sur le marché de bourse pour son capital, les banques commerciales. Et pour ses recherches et développement pour produire. Le consommateur doit avoir le pouvoir d'achat pour pouvoir consommer. C'est ça le système de marché. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Nous avons une économie de subsistance. C'est tout ce que nous avons. Et il faudrait qu'ensemble, avec des différents partis politiques, on réfléchisse sur ça. Il y a beaucoup d'économistes dans ce pays, beaucoup de gars de finance dans ce pays. Il faudrait qu'on essaie de discuter pour trouver des points où nous allons nous entendre avec les différents partis politiques pour travailler de façon collective pour la Côte d'Ivoire. Et sur ce, je vous dis merci. Je vous vraiment